C'est reparti pour une nouvelle date lecture. Et il n'y a pas en fait, il y a pas d'air à cette chanson. Hello tout le monde, on va refaire une date lecture parce que je sais pas, ce mois d'août franchement j'ai été inspirée et j'ai lu, il y a de tout. Ah vraiment, franchement on a l'impression que j'ai aucune logique en fait dans mes lectures, il n'y a pas de cohérence du tout, mais bon hein, c'est pas très grave on va dire. Dans cette vidéo du coup il va y avoir un troisième tome de saga, il va y avoir une romance en VO, il va aussi y avoir 2 classiques et puis il y aura le nouveau Twilight. Oh oui, vous avez hâte, moi aussi, je vais le garder pour la fin je crois, juste pour faire durer le suspense. Le premier livre dont je vais vous parler du coup c'est la suite de saga, c'est le tome 3 des Éveilleurs de Pauline Alphen. Du coup c'est le livre qui s'appelle, le titre voilà c'est l'Alliance. Ouh là là c'est difficile aujourd'hui. Et donc je ne peux pas vous faire un résumé puisque c'est un 3e tome et que je ne peux pas vous spoiler. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, au secours. Je vais juste vous parler du tome 1, enfin du résumé du tome 1 où on va suivre des jumeaux qui s'appellent Clarisse et Jade et qui vivent dans une espèce de monde un peu post-apocalyptique, fantasy en même temps, où la magie a ressurgi en fait après qu'il y ait eu une catastrophe planétaire où en fait une bonne partie de la population a été détruite par je sais pas, voilà, il y a des choses qui ont explosé, puis il y a plus, en gros il y a plus de technologie, on est revenu un peu à un temps, c'est même pas du Moyen-Âge ou ce genre de choses, mais on va dire on est plus du coup dans une fantaisie avec des châteaux, et puis des pièces secrètes, et puis des chevaux, etc. Voilà, on est revenu à ce genre de vie qui n'est plus du tout 21e siècle en fait. Mais on est bien dans le futur et donc je sais pas trop quoi vous en dire de plus si ce n'est qu'on va suivre toute une panoplie de personnages qui vont partir dans une quête, en plus voilà des jumeaux qui sont les personnages principaux, et on va avoir une espèce de soupçon de magie, de fantaisie avec plusieurs tribus, un peu plusieurs peuples et tout, et voilà c'est juste super chouette comme ambiance. Et puis du coup là on est quand même au 3e tome et ça voilà ça avance. On suit toujours les jumeaux et puis qui voilà, sont chacun sur leur chemin particulier et leur quête particulière, ce que j'aime beaucoup. Le 2e tome était plus un tome de transition et celui-ci repart un peu dans l'action et dans l'approfondissement des personnages, et puis on a des émotions vraiment, il y a des choses qui me touchent énormément dans les livres de Pauline Alphen, dans les Éveilleurs, particulièrement les liens familiaux, les liens affectifs, l'amitié et ce genre de choses, et je dois avouer que pendant ce tome 3 j'ai versé plusieurs fois ma larme, oui parce que dans les tomes 1 et 2 il y a des gens qui sont morts et voilà ça m'a fait du mal. C'est le genre d'écriture hyper poétique, hyper évocatrice que j'aime bien aussi retrouver dans de la fantaisie et puis voilà dans de la jeunesse, vraiment c'est de la fantaisie fantastique jeunesse francophone, et donc je vous recommande énormément Pauline Alphen et sa plume que je trouve splendide. Ensuite j'ai lu un tout petit classique, il s'agit de Giovanni's Room de James Baldwin, donc la chambre de Giovanni, et je l'ai lu dans le cadre du Love is Love Challenge, puisque c'était un classique queer, LGBTQ+, et on va suivre David qui va rencontrer Giovanni, qui est un Italien qui s'est expatrié à Paris et qui est serveur, et lui David il vit à Paris, il est américain, il vit à Paris mais il sait pas trop ce qu'il fait là en fait, enfin il vivote un peu, et ça va être toute leur histoire très étrange. J'ai trouvé que j'ai eu du mal à me mettre dans le livre alors qu'il fait que 150 pages, donc on aurait pu croire que je l'ai lu hyper vite, mais en fait non. J'ai trouvé qu'il était très dense, que l'écriture de James Baldwin n'était pas hyper facile à lire en fait, tout simplement. Et on a vraiment énormément de douleur, on a une impossibilité de relation on va dire, et de toute façon c'est dit dans le résumé que en fait c'est une relation qui les détruit l'un l'autre et qu'ils vont s'enfoncer tous les deux dans une espèce de descente aux enfers. Et c'était hyper intéressant à lire, c'était assez intense, hein, voilà, c'était dense, c'était intense, c'était bien écrit aussi, hein, c'est James Baldwin, et je pense que c'est vraiment un classique de toute façon de la littérature LGBTQ+, donc j'avais envie de le lire.
Et j'ai été plutôt convaincue par ce livre, même si j'ai trouvé qu'il y avait des scènes, j'étais un peu... c'est un peu bizarre, le début j'ai eu du mal à rentrer dedans en fait, mais voilà, je le conseille quand même, c'est un petit classique donc voilà, si on a envie de s'y mettre, ça a été écrit dans les années 50. Par du coup un homme afro-américain qui vivait à Paris et qui était homosexuel ou bisexuel. C'est une très bonne question, je ne me souviens plus. En tout cas, il avait des relations avec les hommes et puis bon, pourquoi mettre forcément une étiquette sur ce pauvre monsieur qui est décédé depuis très longtemps, mais voilà, il avait des relations avec les hommes. En tout cas, ma lecture m'a enrichie, on va dire. Le deuxième classique que j'ai à vous présenter, il s'agit de Ma cousine Rachel, donc en anglais My Cousin Rachel, de Daphné du Maurier, lu en lecture commune avec Justine de la chaîne Red Blue Moon. J'avais déjà vu le film que j'avais énormément aimé, et donc j'ai attendu de ne plus vraiment me souvenir du film, enfin plus autant qu'avant, que au moment où je l'ai vu, puisqu'il m'avait énormément marqué pour pouvoir lire ce livre. Et donc on va suivre Philippe Ashley, oui, on va suivre Philippe Ashley qui a été élevé par son oncle Ambrose. Son oncle va partir passer les étés, son oncle va partir passer ses hivers en Italie, puisque la température là-bas, le temps voilà, est beaucoup plus clément que en Cornouailles, qui est hyper humide et venteux et tout ce que vous voulez. Et il va se marier avec une fameuse Rachel. Ambrose ne va jamais revenir dans son manoir en Cornouailles puisqu'il va décéder à Florence. Et donc la maison est léguée, tout le territoire, tout le manoir, etc. est légué à Philippe. Mais il y a cette histoire de cette fameuse cousine Rachel, puisque du coup il l'appelle Ma cousine Rachel, qui va arriver dans ce fameux manoir et en Cornouailles pour rapporter les affaires de son défunt mari Ambrose. Et donc on va suivre cette espèce d'histoire de secret, d'histoire de famille, et cette relation est très étrange entre Philippe et Rachel, puisque Rachel, Philippe pour elle c'est son neveu par alliance, donc c'est vraiment très étrange, alors que elle est pas si vieille que ça, et lui, bon, ils ont que une dizaine d'années d'écart je pense, et lui il a 25 ans et elle doit en avoir 35 à peu près. Et ça va être une relation très très bizarre, très mystérieuse, et on a cette ambiance Daphné du Maurier avec un manoir en Cornouailles, et puis une atmosphère sombre, des secrets de famille et tout ce genre de choses. Et une fin qui laisse un peu pantoise en fait, et surtout ce qui était hyper intéressant avec cette lecture commune, c'est que Justine et moi on n'a pas du tout eu la même interprétation de ce livre et de la fin et du personnage de Rachel et du personnage de Philippe, et c'est ça qui est super intéressant parce que du coup on a une espèce de parti pris en fait, on est au début sur une ligne et en fait on va tomber d'un côté ou de l'autre par rapport à notre avis sur leur relation, sur qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé et ce genre de choses. Et c'est rigolo parce qu'avec Justine on n'a pas du tout eu le même ressenti quand on a eu fini de lire le livre, et donc je trouve ça hyper chouette et je vous recommande à 200% ce Daphné du Maurier. C'est seulement mon deuxième puisque j'avais lu Rebecca en premier, mais j'ai vraiment énormément aimé Ma cousine Rachel, et voilà, j'adore Daphné du Maurier, j'ai envie d'en lire plus. Après ça j'ai écouté l'audiobook de Get a Life Chloe Brown de Talia Hibbert. Dans une précédente update lecture je vous parlais de Take a Hint Danny Brown, qui était l'espèce de tome 2 de cette trilogie qui va être sur 3 sœurs différentes. C'est une trilogie de romance, et on va suivre dans ce premier tome Chloe Brown qui est l'aînée des sœurs Brown. Elle va manquer de se faire tuer dans un accident de voiture, et ça va la réveiller en fait à elle-même. Elle va se dire mais en fait j'ai pas de vie et il faut que j'ai une vie en fait, il faut que je vive, et elle va déménager de chez ses parents pour prendre un petit appartement, et il va y avoir un intendant dans ce complexe d'appartements qui s'appelle Redford, et il va s'en suivre que en fait de base ils se détestent, ils ne peuvent pas se piffrer par une suite de malentendus bien sûr, parce que ce sont des personnes assez intéressantes et gentilles en fait, chacune de leur côté, mais ils vont pas du tout avoir capté qui ils sont, et ils vont de base vraiment se détester, et donc c'est super drôle. C'est un trope que j'aime beaucoup, voilà, un procédé que j'aime beaucoup qui est ennemi vers amant, voilà, enemies to lovers un peu, et j'ai vraiment bien aimé
cette romance parce que je trouve que Talia Hibbert, je l'avais déjà lu donc dans l'espèce de tome 2 Take a Hint d'Annie Brown, que j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que Get a Life Chloe Brown est vraiment chouette parce qu'on a un personnage qui est atteint de fibromyalgie en fait, qui est une maladie chronique, et donc elle est tout le temps en souffrance, et en même temps voilà, ça fait partie de sa vie, ça fait partie de sa personnalité, de ce qu'elle est, mais elle a aussi plein d'autres choses à côté. Mais c'était cool d'avoir une personne qui n'est pas valide en fait, enfin totalement valide dans comment dire, dans un livre et dans une romance en fait, une personne qui souffre de douleurs chroniques et qui a une maladie chronique. Je trouve que c'était vraiment hyper intéressant d'avoir ce genre de personnage qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs, et je trouve ça dommage. Et on va se retrouver avec ce jeune homme, enfin cet homme tout simplement, qui a pris un peu une pause, voilà, qui a eu ce boulot d'intendant et de concierge, ouais c'est plus concierge je pense, j'imagine, en attendant de rebondir dans sa vie parce qu'il sort d'une rupture assez compliquée, et puis c'est pas vraiment de quoi l'avenir va être fait, et donc les deux personnages vont découvrir à travers eux-mêmes et à travers l'autre aussi ce qu'ils ont envie de faire, quel avenir ils ont envie d'envisager, et c'est vraiment une romance super chouette, et puis hyper bienveillante, que j'ai vraiment énormément aimée, donc je vous la recommande. Et l'audiobook est chouette aussi, donc si vous avez envie de l'écouter, si vous voulez écouter de la VO avec un super accent hyper british, et voilà, je vous conseille ce livre. Et puis le dernier livre bien sûr c'est Midnight Sun de Stephenie Meyer. Alors oui bien sûr voilà, on a envie de savoir ce que j'en ai pensé. Salomé, qu'est-ce que tu en as pensé? Je ne sais pas Salomé. Tout le monde attend, la foule est en délire. Excusez-moi. Ne faites pas attention à moi. La vérité vraie, c'est que c'était pas si mal que ça. Vous ne vous y attendiez pas, et moi non plus. Vraiment, je me suis dit je vais lire Midnight Sun parce que j'ai envie d'une lecture super légère, et que je me suis dit, j'étais trop tentée en fait, j'étais dans la tentation totale. Fascination, tentation, révélation, j'en ai manqué un, hésitation, bref, donc je me suis dit que j'allais lire le nouveau Twilight du point de vue d'Edouard. Alors si vous ne le savez pas, j'ai lu les Twilight il y a une dizaine d'années, les 4 d'affilée, j'étais à fond, j'adorais, voilà, j'avais 13 ans, j'adorais Twilight, et bon après je l'ai un peu renié, hein, comme à peu près tout Booktube, une grande majorité de Booktube qui au fur et à mesure on s'est dit mais pourquoi on a lu ça, c'était bon, c'était pas si bien que ça, c'était pas si mal, mais c'était pas le truc le plus ouf non plus, et puis surtout il y avait un peu des petits problèmes, hein, voilà, au niveau des clichés, et puis il faut pas oublier que Stephenie Meyer dans les Twilight a quand même poussé son agenda mormon pas mal en fait, hein, voilà, avec l'idée de rester vierge jusqu'au mariage, et puis des rôles hommes-femmes et ce genre de choses. Bon, dans mes mémoires de master, j'ai parlé des personnages abusifs qui ont un certain succès dans la littérature, surtout young adult, mais aussi new adult et ce genre de choses. Et dedans j'ai trouvé que Edouard remplissait pas mal de critères de personnages abusifs, très chelous, stalker, etc. Et donc évidemment je me suis dit je vais lire Midnight Sun, ça va pas être une bonne idée. Et alors, bon, alors évidemment, oui, Edouard a des problèmes, Edouard est un énorme stalker, et c'est très gênant, voilà. Mais en fait, une fois qu'on le sait, je trouve qu'on peut pleinement apprécier ce livre. On va suivre du coup Edouard, enfin voilà, ça va être Twilight du point de vue d'Edouard, c'est ça, Midnight Sun, et donc ça va se cantonner au tome 1, et voilà, à la rencontre Bella, Edouard, etc. Et c'est vrai que Bella est beaucoup moins chiante quand on la voit des yeux de l'amour d'Edouard. Voilà, très, très simplement. Edouard est un meilleur narrateur, il faut se le dire, parce que en plus, il sait ce qui se passe en fait, il sait des choses, et puis on va être un peu dans un récit torturé. J'ai envie de me laisser aller à mes pulsions de vampire, mais en même temps non, il faut que je maintienne cette part d'humanité. Alors bien sûr on a une vision hyper
hyper chrétienne de toute façon de tout ça, du vampire et puis voilà, de l'humanité, du concept d'âme, du concept d'être bon en fait. C'était aussi intéressant d'être du point de vue d'Edward parce que bah il y a la famille Cullen et donc on est du point de vue des vampires et donc tout d'un coup bah il y a beaucoup plus d'action et puis on a une plongée dans leur famille et puis dans les personnages. Alors bien sûr il y avait quand même énormément de slut shaming sur Rosalie qui bon bah la seule chose qui l'intéresse c'est le fait d'être belle hein. On la creuse un petit peu mais franchement en lisant les Twilight j'avais envie que Rosalie elle soit creusée aussi en fait, mais on a quand même des personnages féminins qui sont assez clichés, qui sont là de toute façon pour pardonner et pour offrir la rédemption aux personnages masculins. Quand on regarde Esme, quand on regarde Rosalie, enfin pas trop Rosalie justement, et c'est pour ça qu'elle est un peu mise à l'écart et complètement démontée dans Midnight Sun par Edward, qui est là genre oui elle est belle mais bon il lui manque des qualités essentielles que Bella elle a, genre elle est tellement belle et douce Bella, et puis en gros c'est la rédemption de l'âme d'Edward quoi, très sincèrement hein, voilà, elle va lui offrir tout le temps son espèce de pardon hyper chrétien. Bella elle est un peu dans cette espèce d'idée de sacrifice féminin et je trouve que voilà c'est très présent dans Twilight et on le retrouve dans Midnight Sun. Là c'est un peu dérangeant d'avoir ces personnages féminins qui soit sont gentils et bons et doux et dans le sacrifice et dans le pardon et dans le don de soi en fait, soit on a à côté Rosalie qui du coup est très vaniteuse et voilà qui est belle et donc elle ne se résume qu'à ça et elle n'est pas du tout dans ce délire de pardon, d'offrande ou je ne sais quoi, voilà, de bonne, pure et douce femme en fait, elle n'est pas du tout dans ça. Et Edward n'aime pas ça hein, quand même, hein, il faut le dire, et Stephenie Meyer n'hésite pas à insister sur ça. On a un peu même beaucoup démonté le personnage de Rosalie dans la saga Twilight en général, qui était hyper belle, vaniteuse, etc., qui n'aimait personne et qui avait juste envie, ce besoin viscéral d'être, voilà, d'accéder à la maternité en fait. De toute façon, toutes les femmes dans Twilight tournent autour de cette espèce de maternité, avec Esme du coup qui réussit à avoir la maternité par ses enfants adoptifs, et puis Rosalie qui est une connasse parce qu'elle ne peut pas faire fonctionner son utérus. Il n'y a que Alice qui pour l'instant n'a pas l'air trop d'y penser, et puis évidemment Bella et son idée d'humanité et son idée qu'elle puisse accéder à une maternité normale et pleine, etc., parce qu'elle a encore son corps humain et ce genre de choses, et que c'est une des raisons pour lesquelles de toute façon ils veulent pas la transformer en vampire, il faut se le dire, c'est pour qu'elle garde cette comment dire, cette capacité à pouvoir enfanter. C'est donc mon avis sur Midnight Sun. C'était pas si mal que ça. Il y avait toujours les mêmes problématiques qu'on avait dans Twilight, mais si vous avez aimé Twilight, je vois pas pourquoi vous aimeriez pas Midnight Sun en gros. Et moi franchement je me suis retrouvée à apprécier plus que je ne pensais apprécier. Voilà, j'ai trouvé que même si Edward était un peu une diva mélodramatique, etc., bon ça passait hein. Et puis c'était sympatoche. Et puis voilà quoi. Après moi j'aime bien de toute façon me concentrer sur aussi les points négatifs et sur les problématiques que le livre soulève. Mais voilà, je pense que vous pouvez y aller en fermant votre cerveau complètement et vous allez aussi apprécier que vous ayez envie de voir les problématiques ou non. Voilà. J'avais énormément de choses à dire, en fait j'aurais juste dû faire une review de Midnight Sun et juste déverser tout ce que j'avais à dire sur Twilight et sur Midnight Sun pendant des heures et des heures. Mais j'espère que voilà, j'ai été plus concise grâce à cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous tentent, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez lu dernièrement, voilà, ça m'intéresse toujours. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, prenez soin de vous et ciao.